Bonsoir à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour notre 6e conférence du mois des droits des femmes, co-organisée, avec la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, Mutel NGN, la ville de Dijon très représentée ce soir, diverses associations comme Elle à Dijon et les entrepreneuses heureuses. Ce soir, le thème de la conférence, Jeanne Magnin, une Dijonnaise méconnue. Et je ne vais pas tarder à passer, je ne vais pas aller plus loin, excusez-moi, c'est la fin de journée. Donc, je passe la parole à Ludmila Montero, conseillère municipale de la ville de Dijon. Merci Marie-Thérèse. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est avec une immense joie que j'ouvre aujourd'hui en ma qualité de conseillère municipale de la ville de Dijon et en l'absence de ma collègue Kildine Bataille, maire adjointe en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui s'excuse tout d'abord de ne pas être présente ce soir. Donc la 6e conférence de notre mois de l'égalité et des droits des femmes et des hommes à Dijon. Dijon, c'est Capitelle, construite, comme l'a dit Marie-Thérèse, avec la Mutualité française, la MGEN, les associations Elle à Dijon et les entrepreneureuses. Donc, je remercie tout particulièrement Marie-Thérèse, qui est déléguée MGEN, pour son aide précieuse quant à l'organisation de toutes ces conférences et toutes celles qui se déroulent jusqu'à la fin du mois de mars, et même celles à venir d'ailleurs. Et donc, c'est avec un grand enthousiasme que j'ai l'honneur d'accueillir donc Mesdames Christine Martin, maire adjointe à la culture de notre ville, et Madame Sophie Aran, conservatrice en chef du musée Magnin à Dijon, qui vont, lors de cette conférence, revenir à la fois sur l'histoire et le parcours d'une femme dijonnaise remarquable, Jeanne Magnin, qui était peintre et critique d'art et qui est notamment à l'origine du musée Magnin avec son frère Maurice. Mais elle vous en parlera bien mieux que moi. Et aussi la manière dont un jeune artiste dijonnais, BDiste, s'est saisi de cette figure féminine de la culture à Dijon et a entrepris un travail artistique avec les enfants d'école dijonnaises pour rendre visible une femme de culture qui a fait beaucoup pour la culture à Dijon. Car aujourd'hui encore, tout comme hier, la question de la visibilisation des femmes artistes qui participent ou ont participé tous les jours à la création artistique et donc au patrimoine culturel dans nos villes et nos territoires reste centrale. Donc je remercie Christine et Sophie par avance et je leur cède sans plus attendre la parole. Merci beaucoup, chère Ludmila. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, Sophie, Marie-Thérèse. Merci de m'avoir invitée à cette conférence. Je rebondis immédiatement sur tes propos, Ludmila, et sur l'invisibilisation des femmes artistes ou des femmes du monde culturel. Et je crois que c'est aussi à cet endroit-là que cette conférence va porter ses propos ce soir. En tout cas, je remercie beaucoup Sophie Aran de se prêter au jeu, de nous présenter Jeanne Magnin, femme de culture à Dijon. Et puis, je reviendrai un peu plus tard vous parler de la résidence de Julien Laine, qui a choisi ce personnage pour en faire l'héroïne de sa bande dessinée. Je vous souhaite une belle soirée. Je reste là, mais je coupe mon micro. Bien, merci beaucoup Christine. Et donc je vais effectivement, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas Julien Laine, mais nous en parlerons tout à l'heure. Et je tiens vraiment à remercier à la fois la ville de Dijon et Christine et ses représentantes, la bibliothèque municipale et aussi ses équipes toujours enthousiastes et formidables, et également la MGEN d'avoir suggéré cette intervention et de m'avoir invité à évoquer ce soir, dans le cadre du mois des droits des femmes, cette figure d'une Dijonnaise qui est aujourd'hui bien méconnue, Jeanne Magnin. Alors cette femme, évidemment, Jeanne Magnin, elle tient une place particulière dans les activités du directeur du musée Magnin, musée dont elle a été l'instigatrice aux côtés de son frère cadet, Maurice Magnin. Leur nom, et aussi celui de leur père Joseph, qui a été une figure importante, mais bien oubliée aujourd'hui de la vie politique pendant la Commune, qui est d'actualité en ce moment, et sous la Troisième République. Ce nom donc a survécu grâce à ce musée national créé par Jeanne et Maurice dans l'hôtel particulier de la famille, situé rue des Bons Enfants à Dijon. Peut-être, sans doute d'ailleurs, connaissez-vous déjà cette collection qui est visible tout près du Palais des Ducs et des États de Bourgogne, de la mairie, du théâtre, de la bibliothèque municipale, du musée Rude et du musée des Beaux-Arts. Et si vous n'avez pas encore visité le musée, je ne doute pas que vous viendrez le découvrir dès que cela sera de nouveau possible, le plus vite, je l'espère. Mais en réalité, je pense que vous avez peut-être croisé Jeanne Magnin sans le savoir en d'autres occasions.
Peut-être, en effet, avez-vous écrit à l'un de vos correspondants en utilisant ce timbre, hein, mis en circulation entre mai 2015 et mai 2017, présentant un bouquet d'œillets peint par Jeanne et aujourd'hui conservé dans les collections du musée Magnien. Mais qui était cette femme, à la fois biographe, historienne de l'art, critique, artiste amateur et collectionneur? Alors, pour comprendre qui était Jeanne, il faut revenir en quelques mots sur les membres de la famille les plus éminents et les plus importants. Jeanne est la petite fille d'un personnage qui s'appelle Jean-Hugues Magnien, qui est né à Salins, dans le Jura, en 1791, dans une famille modeste, qui va être très tôt orphelin de père. Son père va mourir devant Mayence avec les troupes françaises en 1793, et sa mère, peu de temps après, à Salins, en février 1797. Il va devenir pupille de son oncle maternel, Pierre-Joseph Besson, un négociant en vin, ne se refait pas, à Paris, qui lui fait suivre de bonnes études et l'initie aux affaires. En juillet 1822, il fait un beau mariage en épousant Julie Philippon, dont vous voyez le portrait à l'écran, qui était la fille d'un maître de forge de Brazé-en-Plaine, près de Saint-Jean-de-Laune. En 1829, le jeune couple achète l'hôtel Lantin, rue des Bons Enfants à Dijon, un hôtel particulier qui avait été édifié entre 1663 et 1664 pour le parlementaire Étienne Lantin. Madame Magnien y organise des bals, des dîners très courus de la bonne société dijonnaise, en particulier les vendredis, qui était le jour de réception dans l'hôtel Lantin. On passe l'été dans la belle maison de maître de Brazé et son parc ombragé, qui existe toujours aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure. Jean-Hugues Magnien Philippon devient progressivement un important propriétaire terrien. Il prend une part de plus en plus active également dans la politique de la Côte d'Or. Il est élu conseiller municipal de Dijon de 1830 à 1848. Il devient également conseiller général en 1842. Il est élu représentant de la Côte d'Or à l'Assemblée nationale après la Révolution de 1848 et voit sa carrière politique brisée par le coup d'État du 2 décembre 1851. Et quand Napoléon III prend le pouvoir, il revient sans aucun regret à Dijon. La famille a accueilli en son sein un fils en 1824 qui va naître également rue des Bons Enfants, mais donc pas dans l'hôtel particulier puisqu'il a été acquis en 1829. Et Joseph, lui, né en 1824, donc au numéro 1 de la rue des Bons Enfants. Il était vraiment implanté depuis toujours quasiment dans cette rue. Joseph va être élevé chez un pasteur à Genève dès 1835 et il va revenir en 1841 à Dijon, suivre des cours de chimie, se préparant ainsi à collaborer à la gestion de l'usine de Brazé-en-Plaine. Il faut dire que dès 1843, il seconde très activement son père avant de le remplacer dans l'entreprise familiale en 1847. Et en 1853, il prend la tête des forges de Brazé et il va œuvrer à leur transformation en sucrerie en 1864. Un an avant de prendre la tête des forges de Brazé, en 1852, il épouse Pauline Angéline Belloncle, dont vous voyez ici le portrait par Aline Josion, aux côtés d'une aquarelle qui montre donc Joseph Magnien à peu près à la même période. Le jeune couple vit confortablement entre Paris, un hôtel particulier dont ils font l'acquisition au 89 avenue Victor Hugo, la propriété de Brazé-en-Plaine que je vous ai montré tout à l'heure, et le château du Feugrès à Beuzevillette, une propriété de la famille Belloncle qui est située en Normandie. Joseph, qui avait accompagné son père Jean-Hugues dans ses engagements citoyens, va à son tour jouer un rôle politique éminent dans la vie de la Troisième République. Il est élu député de la Côte d'Or en décembre 1863, à tout juste 40 ans, réélu en 1869. Pendant la Commune, il organise le ravitaillement de Paris. Il joue un rôle très actif d'ailleurs dans les événements. Et au soir du 4 septembre 1870, il est nommé ministre de l'Agriculture et du Commerce, puis ministre des Finances de 1879 à 1881, dans le cabinet de Freycinet, puis dans le premier cabinet Jules Ferry. De 1871 à 1909, soit pendant 38 ans, il est président du Conseil général de la Côte d'Or,
Sénateur inamovible, ça fait rêver à partir de 1875. Directeur politique également du journal Le Siècle, vice-président du Sénat en 1884. Il est donc l'un des pères fondateurs de la Troisième République et aussi l'un de ses serviteurs les plus zélés, puisqu'il a proposé de très nombreux textes de lois et décrets, notamment dans le domaine de l'agriculture et du commerce, et aussi des réformes importantes dans le domaine fiscal. Le 16 novembre 1881, il est nommé gouverneur de la Banque de France, poste qu'il occupera jusqu'en 1897 et fonction dans laquelle le représente, comme vous le voyez à l'écran, Charles Renaud, dans ce portrait de 1884 qui est conservé dans les collections du Musée Magnien. Joseph va mourir en 1910 et un monument sera créé par le sculpteur Paul Gasque, inauguré à Brazé-en-Plaine le 9 juin 1912, en présence de Raymond Poincaré, qui était alors président du Conseil. Alors vous voyez malheureusement ce qu'il reste aujourd'hui de ce monument qui a été très abîmé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a perdu en particulier la figure féminine qui était à l'arrière-plan, mais on conserve donc le buste de Joseph Magnien. La vie privée des époux Magnien, quant à elle, a été marquée par la naissance de Jeanne, notre sujet, puis de Maurice, respectivement en 1855 et en 1861. Jeanne, dont vous voyez ici l'acte de naissance qui est conservé aux archives départementales de la Côte d'Or, naît dans l'hôtel Lantin le 20 septembre 1855. Et vous la voyez ici représentée aux côtés de ses parents par Paul Vasselin dans 3 dessins qui sont conservés au Musée Magnien. 6 ans plus tard, la famille s'agrandit avec la naissance de Maurice, qui naît lui aussi à l'hôtel Lantin le 21 février 1861. Vous voyez ici la copie de son acte de naissance et également 2 photographies. Alors, sans surprise, les petits garçons étaient habillés comme des petites filles. Donc, voilà pourquoi vous le voyez notamment dans la photographie qui est située en haut de l'image. L'enfance et la jeunesse de Jeanne sont assez classiques dans l'éducation des jeunes filles, contrairement à Maurice qui va fréquenter collège et lycée parisien. Jeanne est sans doute élevée à la maison, très probablement, comme le sont alors les jeunes filles de la haute bourgeoisie, avec l'objectif de maîtriser aussi bien les travaux d'aiguille que, évidemment, les codes de la vie en société où elle doit recevoir et apprendre à recevoir. C'est une jeune femme qui est plutôt remarquée pour sa joliesse, son élégance, et elle accompagne fréquemment ses parents dans les soirées mondaines. On en trouve pas mal de traces dans le Bottin mondain et dans un certain nombre de récits de la vie mondaine à Paris. Évidemment, activités qui sont liées aux activités politiques de son père et aux nombreux autres qu'accueille la demeure de l'avenue Victor Hugo à Paris. Elle semble également très appréciée pour sa conversation et sa personnalité qui paraît très affirmée dès sa jeunesse. On sait que dès l'âge de 20 à 22 ans, elle n'hésite pas à s'exprimer sur un certain nombre de sujets, tout en gardant bien sûr les marques de son appartenance à la haute bourgeoisie. Elle n'outrepasse jamais évidemment ses fonctions d'hôtesse. Jeanne, très vite, montre également quelques talents artistiques. Elle va d'abord suivre l'enseignement d'une jeune femme, une femme peintre, Éléonore Escalier, qui est une spécialiste de la peinture de fleurs et qui expose au salon de 1857 à 1880. Et elle travaille également comme peintre-décorateur à la Manufacture de Sèvres après 1871. Jeanne fréquente aussi les cours du graveur Auguste Delattre, dont vous voyez ici le portrait gravé par Whistler, qui est en fait ce Delattre l'un des fondateurs, avec l'imprimeur Alfred Cadar, de la première et éphémère Société des aquafortistes, qui est créée en 1862, qui avait ses bureaux situés rue de Richelieu à Paris et qui s'était spécialisée dans la vente, l'impression et la diffusion d'estampes à l'eau forte. Il y aura par la suite une autre société des aquafortistes français qui sera fondée en 1885, mais qui finalement sera très différente et qui vendra des estampes originales, ce qui n'était pas forcément le cas de cette première société des aquafortistes.
En tout cas, c'est certain que c'est auprès de Delattre qu'elle va se former à l'art de l'estampe et notamment de l'eau-forte, qui est une technique de gravure en taille douce, c'est-à-dire une gravure en creux sur plaque de métal, qui est réalisée à l'aide d'un acide, d'où son nom, eau-forte. Et c'est une technique qui est très appréciée des peintres parce qu'elle ne nécessite pas une très grande connaissance technique. Sa production dans ce domaine est connue par quelques estampes qui sont conservées à Dijon, à la fois au musée Magnin et en main privée, mais surtout grâce à un ensemble qui a été réuni par le grand historien de l'art Jacques Tuillier, qui est aujourd'hui ce fonds conservé à la médiathèque de Nevers. Il avait recueilli plusieurs dizaines d'estampes, plusieurs dizaines de ces eaux-fortes, des premiers essais et des épreuves corrigées, qui ont toutes été réalisées entre 1876 et 1880. Je vous en montre quelques exemples. Vous avez ici cette nature morte à l'éventail, qui est intéressante puisque vous voyez qu'en marge, le professeur a ajouté des corrections à apporter, et notamment précisé « vous n'avez pas gratté assez ». Donc, elle est encore en cours de formation, comme on peut le deviner à travers cette annotation. Elle va réaliser essentiellement dans le domaine de l'eau-forte des paysages, probablement des estampes qui sont réalisées d'après des gravures de maître. Comme vous en voyez ici 2 exemples à l'écran, sont toutes conservées à la médiathèque de Nevers. Des paysages qui sont aussi sans doute inspirés par des notations et des dessins qu'elle réalise dans la campagne. Et puis également des natures mortes en assez grand nombre, hein, qui empruntent souvent leur sujet soit à des éléments qui figuraient probablement ou qui figurent encore dans la collection Magnin, et également des sujets qui sont empruntés à la vie quotidienne. Donc vous voyez nature morte de fruits sur un plateau, également chapeau et coiffe reposant sur une table, etc. Donc rien que de très classique et de très féminin aussi dans le traitement des sujets, dans les choix des sujets. Elle est aussi, elle se forme également à la peinture. Elle suit les cours du peintre de paysage Henri Arpigny, qui va lui donner en témoignage d'amitié ce petit tableau que vous voyez à l'écran, Effet de soir, qui est un tableau sur bois qui est conservé et non pas sur toile, c'est une erreur, qui est conservé dans les collections du musée Magnin. Cet artiste, c'est un artiste très connu qui a eu une très grande longévité. Vous voyez qu'il était né en 1819, il est mort en 1916. Et il a produit énormément de paysages et c'était un formateur très apprécié et très, très généreux. Donc Jeanne a sans doute appris à son contact un certain nombre de techniques picturales qui vont avoir un rôle assez important dans la manière dont elle abordera ensuite ses commentaires critiques, notamment dans le domaine de la peinture. Forte de ces différents enseignements, Jeanne, qui est aussi une grande lectrice, très curieuse, qui fréquente par l'entremise de ses parents les écrivains, les poètes, les amateurs d'art, les collectionneurs fortunés, va peu à peu diversifier ses centres d'intérêt et aussi ses expérimentations dans le domaine des beaux-arts. Outre la peinture et la gravure, dont je vous montre ici 2 autres exemples, parmi lesquels vous reconnaîtrez notre bouquet d'œillets de tout à l'heure, elle s'essaie aussi au décor sur des pièces de verre, avec des décors émaillés, notamment dans cet ensemble de verreries à décor arabisant qui est réalisé avec des émaux polychromes de grand feu, selon un procédé qui venait d'être mis en œuvre, qui était le procédé de Philippe Humberton. Et elle présentera ce service par 2 fois, en 1889 à l'exposition universelle, puis en 1933 dans une exposition qui s'intitule « Le décor et la vie sous la Troisième République de 1870 à 1900 », qui est présentée au Musée des Arts Décoratifs en 1933. Elle va aussi décorer des pare-feux, créer des petits plateaux, créer des boîtes dans le goût de moustier, comme vous voyez ici à l'écran. Donc elle se diversifie vraiment à la fois dans les techniques et dans les expérimentations. À l'occasion de la préparation de la malheureuse exposition Les Magniens et l'Extrême-Orient que nous devions inaugurer en novembre dernier dans le cadre du Festival des Nuits d'Orient et qui n'a jamais pu ouvrir ses portes, et je doute malheureusement que nous puissions jamais la montrer au public, nous avons pu confirmer que Jeanne s'intéresse aussi à l'art japonais, qui était alors très en vogue à Paris, même si on est plutôt dans la seconde vague de cet engouement, et qu'elle a eu connaissance de recueils
d'estampes japonaises, puisque les 2 grands médaillons que vous voyez à l'écran qui sont conservés dans les collections du musée Magnien empruntent leur motif directement à un album, l'album de 100 oiseaux de Kono Bairei, qu'on pouvait trouver assez facilement à Paris à cette époque. Donc, je n'ai pas besoin, je pense, de commenter davantage. Vous voyez directement les motifs qui sont empruntés donc à cet album japonais. Le talent de Jeanne, globalement, reste un talent quand même assez modeste et confidentiel, mais cela donnera vraiment à notre personnage une vraie connaissance des matériaux et des techniques, et elle les mettra vraiment au service de son travail d'historienne de l'art par la suite. Si Jeanne pratique différentes techniques artistiques, elle le fait probablement grâce à un atelier qu'elle a installé au dernier étage de l'hôtel particulier de l'avenue Victor Hugo. Et elle a également développé, parallèlement à ce travail artistique, un vrai talent de plume qu'elle partage d'ailleurs avec Maurice Magnien, qui va lui permettre donc d'avoir une seconde activité, qui sera une activité très importante dans sa vie, assez tardive, qui est celle d'écrivain, de critique d'art et d'auteur de catalogue. En fait, elle va rédiger son premier ouvrage très tardivement, si l'on considère sa chronologie, puisqu'elle va publier à l'âge de 58 ans cet ouvrage que vous avez sous les yeux, en 1913, son premier livre qui est consacré à son père, Joseph Magnien, qui est une biographie, ou plus exactement un ouvrage de 120 pages qui est plutôt consacré à l'histoire de la famille Magnien. Donc, d'où vient la famille, qui sont les ancêtres, les parents, les amis de la famille également. C'est un livre qui va précéder de quelques mois seulement une biographie en 2 volumes qui sera publiée par Lucien Delabrousse, qui s'intitule Joseph Magnien et son temps, qui va connaître 4 éditions entre 1915 et 1925, qui présente pour sa part la carrière politique de Joseph Magnien, à laquelle Jeanne ne se consacre pas du tout dans cet ouvrage. Elle va poursuivre cette activité d'écrivain par des catalogues de collection. Il faut dire qu'elle fréquente depuis très longtemps déjà les musées et les collectionneurs, qu'elle envisage d'ailleurs depuis plusieurs années la publication de catalogues de collections publiques, et en particulier de sa Bourgogne natale et des musées situés dans les villes de Franche-Comté. Elle va donc réaliser en 1914 sa première publication d'un catalogue, qui est celui consacré au musée des Beaux-Arts de Dijon, dont vous voyez ici la couverture à l'écran. Qui va susciter cet ouvrage l'admiration enthousiaste de l'historien Henri Chabeuf, qui était alors président d'honneur de la Société des Arts, Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, comme vous pouvez le lire à l'écran. Je cite « Ce livre manquait à la littérature artistique dijonnaise. Le volume signé par Mademoiselle Magnien n'est ni un simple catalogue, ni un livre de critique. Il participe, et dans un équilibre parfait, de l'un et de l'autre. Point de dissertation, mais des descriptions claires, suggérant une impression d'art sans prétendre à donner une transcription par la plume de l'œuvre du pinceau. Des jugements nets, enfin, et les catalogues ne disent pas volontiers ces choses-là, des notations brèves sur l'état matériel des tableaux. Le livre de Mademoiselle Magnien nous met en goût. » Très jolie formule pour dire tout l'intérêt effectivement de cette publication. La publication va voir d'ailleurs une édition anglaise dès l'année 1915 qui est imprimée par l'imprimerie d'Arrentière, qui va vraiment publier et imprimer toutes les publications de jeunesse de Jeanne. Il y aura d'autres publications ultérieures, puisque vous avez vu notamment que le volume de la peinture au musée de Dijon a été publié, imprimé par l'imprimerie Jacques et de Montron à Besançon. Donc il y a eu plusieurs rééditions de ce catalogue. En 1919 et 1920, elle va poursuivre avec la peinture et le dessin au musée de Besançon en 1919, puis le musée de Dole en 1920. Vous voyez qu'elle était effectivement assez dynamique dans la publication des catalogues de collections publiques. Henri Chabeuf va louer une fois de plus la qualité de ces textes et souligner dès 1922, mais il l'avait déjà fait précédemment, les qualités de Jeanne Magnien. Vous le voyez à l'écran, il écrit « Quant à Mademoiselle Jeanne Magnien, en dehors de ses articles, elle a donné 3 maîtres volumes sur les musées de Dijon, de Besançon et de Dole. On sait comment elle s'entend à analyser les beautés secrètes.
discerner jusque dans les moindres usures et repeints les fautes de dessin et de couleur, les tares les plus voilées d'un tableau, et les dénonce loyalement, même quand il s'agit de la collection fraternelle. J'y reviendrai. Ces descriptions sont sobres et nettes. Et quand je parle de description, j'entends cela beaucoup moins de la transposition par la plume du sujet peint, selon le procédé de Diderot et de Théophile Gautier, mais d'une présentation du tableau en tant que tableau, c'est-à-dire des jeux de la couleur et du dessin. Le danger de cette manière est d'induire les gens en exposition trop technique et qui tourne facilement au pédantisme. Mademoiselle Magnin évite facilement ce pédantisme et l'on peut donner ces descriptions pour des modèles du genre. L'incompétence, l'incompréhension de ce qui est métier est le défaut ordinaire des critiques d'art, faute d'avoir jamais manié eux-mêmes le crayon et le pinceau. Mademoiselle Magnin ne tombe jamais dans ce travers parce qu'elle a fait, en amateur, de la peinture dans l'atelier du bon paysagiste Arpigny. Ce que vous savez donc désormais. Jeanne va poursuivre ses travaux avec, en dehors des catalogues de collection, des catalogues d'exposition et des études également. Elle va se montrer particulièrement dynamique dans les années 1920 en publiant nombre d'articles, d'études et de catalogues donc consacrés à des expositions parisiennes essentiellement. Vous en voyez quelques exemples à l'écran. Et un ouvrage, surtout qu'elle va publier en 1928, Le paysage français des enlumineurs à Corot, va vraiment être remarqué. Et l'historien de l'art Louis Réau en parle en mai 1928 dans la Gazette des Beaux-Arts, comme dit-il, une étude qui prendra rang parmi les premières initiations et meilleures initiations à l'histoire du paysage français. Jeanne est donc reconnue pour ses qualités de critique et d'auteur de catalogue. Elle va aussi publier des articles en très grand nombre pour la Revue de Bourgogne. Alors, vous avez ici une liste à la Prévert de ces articles qu'elle publie donc dans les années 10, dans les années 20 et au tout début des années 30. Qui sont des articles intéressants parce qu'on voit qu'elle s'intéresse aussi bien à l'étude d'un livre enluminé qu'à Maurice Denis. En 1924, elle va publier sur l'exposition Maurice Denis, ce qui contredit d'ailleurs l'image que l'on a souvent des Magnin complètement hermétiques à la modernité et aux expositions de leur temps. Ce n'était pas tout à fait juste et d'ailleurs on sait qu'ils fréquentaient beaucoup des galeries, notamment la galerie Charpentier à Paris, donc ils allaient voir aussi ce qu'il se passait, mais ce n'était pas ce qu'ils collectionnaient. C'est une nuance importante. L'une des grands événements de la vie de Jeanne et une des reconnaissances qu'elle avait appelées depuis longtemps, c'est son entrée à l'Académie de Dijon, puisqu'elle avait publié un certain nombre de textes en tant que membre résident, mais elle va réussir à intégrer véritablement cette fois-ci l'Académie avec, en 1928, avec un texte qu'elle va donner, avec une conférence qu'elle va donner consacrée à 2 paysages de Jacques Courtois en Bourgogne, qui va être son sésame pour entrer à l'Académie. Ce qui est amusant, c'est la façon dont elle est reçue et la réponse qui lui est faite en séance. Je vous la lis et je vous laisserai méditer la fin. Henri David lui dit « Vous dites volontiers, mademoiselle, en une brève formule que vous maniez comme un critérium d'identification « Je suis critique d'art ». Il est en tout cas hors de doute que vous apportez dans vos ouvrages une critique bien personnelle, savoureuse et pénétrante, dont l'intérêt et l'efficacité vont bien au-delà des effets de la critique ordinaire. Pourquoi en est-il ainsi ? Cherchant à presser un peu la personne de l'écrivain, je répondrai « Parce que vous êtes peintre, amateur d'art, parce que vous êtes femme », en majuscule, s'il vous plaît. Je vous laisse méditer cette formule. Tardivement, donc, vous l'avez vu, après une jeunesse qui a sans doute été assez oisive, une maturité très active, grâce à ses talents littéraires et à une curiosité affûtée, Jeanne est donc devenue une véritable historienne de l'art. Mais le grand œuvre de sa vie demeure l'aide qu'elle apportera sans faillir à son frère Maurice pour la constitution d'une collection importante que présente depuis 1938 l'Hôtel Lantin à Dijon. De 1881 à 1935, Maurice va en effet, qui est devenu entre-temps conseiller maître à la Cour des comptes à Paris, mais qui s'ennuie dans ses activités quotidiennes, consacre tout son temps libre à arpenter les couloirs et les salles de l'Hôtel des Ventes de la rue Drouot à Paris.
En 1881, il va faire ce premier achat que vous avez à l'écran, un tableau qu'il a acheté sous le nom du peintre suédois Per Kraft et qu'on pense aujourd'hui être plutôt un tableau anonyme, suisse probablement, peint entre 1770 et 1780. Un portrait de femme âgée, ce qui est un grand classique pour un collectionneur qui n'est pas encore très sûr de lui-même et qui va acheter un portrait qui pourrait être celui d'un ancêtre. Maurice va, au fur et à mesure des années, acheter beaucoup d'œuvres, des peintures, des dessins, des objets d'art, des sculptures, du mobilier aussi, qu'il va entasser, c'est vraiment le terme, dans l'hôtel particulier parisien dont Jeanne et Maurice dont ils ont hérité à la mort de leurs parents en 1910 et en 1912. Et peu à peu, plus de 2000 œuvres vont rejoindre donc cette collection. Qui va être complété avec un certain nombre d'héritages de la famille pour constituer un ensemble de qualité. Jeanne conseille beaucoup Maurice dans ses achats, elle n'hésite pas d'ailleurs à les critiquer, parfois vertement quand il lui semble inopportun, ou à se montrer particulièrement enthousiaste lorsqu'une trouvaille est effectuée par son frère. C'est elle également qui va théoriser l'idée d'une chaîne, ce qu'elle appelle une chaîne des talents à travers les siècles, puisque son idée dès l'origine est de redonner vie et place à ceux que l'histoire de l'art a oubliés pour raconter une histoire de l'art européen plus juste et qui ne se cantonne pas aux seuls peintres ou artistes illustres dont on a conservé la mémoire et les œuvres. Il ne faut pas s'y tromper, c'est aussi lié aux investissements financiers que fait Maurice, puisqu'il limite très drastiquement ses achats avec quelques centaines de francs. Donc achats qui sont limités financièrement, mais qui n'interdisent pas quelques trouvailles très importantes qui vont faire toute la qualité de la collection que nous présentons aujourd'hui dans le musée Magne. Et notamment des ensembles très importants pour la peinture française du XVIIe siècle, pour lesquels Jeanne Magnin a eu vraiment des intuitions très, très étonnantes en achetant en particulier de la peinture de ce qu'on appelle l'atticisme parisien, c'est-à-dire une production très courte qui est réalisée par des artistes qui ne sont pas allés en Italie, des artistes qui sont souvent des émules ou des suiveurs d'un grand peintre qui s'appelle Simon Vouet. Cet ensemble, petit à petit, devient suffisamment important pour qu'elle songe à publier un catalogue qui va en fait être réalisé sous deux volumes qui sont publiés en 1923, qui s'intitule sobrement Un cabinet d'amateurs parisiens en 1922. On sait, en fait, grâce à une correspondance avec Pierre Bottier, un historien de l'art qui a aussi été conservateur adjoint des musées royaux à Bruxelles, une correspondance qui a été retrouvée très tardivement en 2015 dans une réserve de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, qu'elle entretenait des échanges réguliers avec divers amateurs et historiens de l'art auprès desquels elle cherchait des conseils pour certaines attributions et auxquels la collection était régulièrement présentée à Paris dans l'hôtel particulier. On ne sait rien malheureusement, ça c'est un des grands malheurs aussi pour la survivance de la mémoire de Jeanne, de la bibliothèque qu'elle avait accumulée, ni des ouvrages spécialisés, ni de la documentation qui devait composer la base de ses recherches qu'elle avait effectuées sur les collections de son frère et aussi sur le travail qu'elle avait effectué au bénéfice des collections publiques dijonnaises et de Franche-Comté. Elle est assez parfois intransigeante puisqu'elle va solliciter Pierre Bottier pour écrire la préface du premier volume du cabinet d'un amateur parisien. Et Pierre Bottier va fournir un texte qui va lui valoir des reproches assez virulents de la part de Jeanne dans une longue lettre qui est conservée à Louvain-la-Neuve de 6 pages, où elle lui dit tout le mal qu'elle pense du texte qu'il a écrit. Alors voilà ce qu'elle lui écrit. Vous louez très aimablement, avec une chaleur communicative, les œuvres secondaires. Il y a pourtant autre chose dans le cabinet d'un amateur qui, sans cela, serait un bien petit amateur. Or, quand vous ne les passez pas sous silence, il semble bien à vous lire que vous récusiez la plupart des pièces capitales qui sont à nos yeux l'honneur de la collection. Il poursuit, cette condamnation péremptoire est totalement opposée au développement de mes articles sur ces mêmes morceaux. Elle met en suspicion ma compétence et ma bonne foi de critique. Il m'est impossible de l'accepter car mon étude a été approfondie et consciencieuse. Notez que je ne prétends pas à influencer votre jugement. Les opinions sont libres, encore faut-il qu'elles s'étayent d'arguments qui permettent au lecteur de prendre ses conclusions.
Je crois que vous le constatez à la lecture de cet extrait, Jeanne ne manquait sans doute pas de personnalité et de caractère. Alors je vous rassure, en fait, ils ont été très amis et Bautier a été un soutien très important pour Maurice Magnin à la mort de Jeanne et ça n'a pas entamé leur amitié. Une fois qu'elle lui a eu dit ses 4 vérités, si je puis dire, les choses sont revenues à la normale. Jeanne et Maurice sont très très proches. Ce sont vraiment le frère et la sœur vont vivre toute leur vie ensemble. Maurice était marié, mais les trois, le couple et Jeanne Magnin vivaient dans l'hôtel particulier parisien. Donc ils organisaient d'ailleurs des dîners ensemble. Enfin, c'était vraiment une vie très très particulière. Et Jeanne et Maurice ont été très très souvent vus à l'hôtel Drouot, mais aussi dans les expositions et les musées qu'ils visitaient à Paris. En France et aussi en Europe, qui était une passion que partageait probablement pas Madame Magnin, Madame Maurice Magnin. Le dossier de l'Université de Louvain-la-Neuve abrite une carte de vœux autographe datée de 1937 de Carlo Janra, qui les caricature comme deux inséparables lors de leur dernière sortie publique. Vous voyez le frère qui est sous un chapeau disproportionné et la sœur qui est cette espèce de petite et frêle silhouette enveloppée dans une ample cape et qui sont vus de dos devant un tableau de l'exposition Rubens et son temps qui avait été inauguré au musée de l'Orangerie à Paris en 1936. Et Gaston Brière, dans un rapport qu'il avait adressé au directeur des musées nationaux en 1940, livre un texte qui rentre, je trouve, bien en cohérence avec ce dessin. Il dit la chose suivante: pour rendre vivantes ces physionomies si originales, il faudrait la plume d'un Balzac. C'est assez vrai. Dans le monde de la curiosité, ce couple fraternel tint une place à part, par leur dédain de la mode, la fermeté de leurs convictions, leur passion sincère. Qui n'a eu l'occasion d'apercevoir leur groupe archaïque et touchant lors de leur tournée quasi quotidienne à l'Hôtel des Ventes? Qui ne les rencontra aux expositions, étudiant, discutant, échangeant leurs impressions avec vivacité, écoutant les propos d'interlocuteurs amis avec réserve quand ils contredisaient leurs impressions, avec enthousiasme quand on partageait leurs sentiments. Ils vont, bien sûr, au-delà du catalogue et de la présentation de la collection qu'ils pouvaient faire à des amis, à des amateurs d'art à Paris, chercher une solution évidemment pour pouvoir présenter cette collection, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'enfants. Jeanne ne s'est jamais mariée et Maurice mourra sans héritier. Ils vont donc très vite songer à faire de leur hôtel particulier dijonnais, l'hôtel Lantin, le lieu, l'écrin pour cette collection. Dès les années 1920, dans la correspondance qui est conservée à Louvain-la-Neuve, on voit plusieurs fois des mentions par Jeanne Magnin de l'hôtel particulier et de l'idée de le transformer, effectivement, pour accueillir la collection en un musée. Elle dit dans cette carte postale, vous voyez l'escalier, enfin pas la montée d'escalier, l'escalier, le haut de l'escalier de l'hôtel Lantin, à Pierre Bautier, la chose suivante: notre vieil hôtel familial appelait à recevoir donc tôt ou tard le cabinet d'amateurs. Mais comment celui-ci parviendra-t-il à s'y caser? Problème effarant. Donc, le vieil hôtel n'est pas des dimensions honorables, mais la majeure partie en est occupée par un escalier à balustres et pilastres qui fait sa gloire en même temps que son incommodité. Elle poursuit: j'adore cette vieille maison qui garde sous ses hauts plafonds tous mes heureux souvenirs d'enfance et de jeunesse, et je jouis des petits séjours que je peux y faire en passant. La santé de Jeanne est sans doute très chancelante depuis le début des années 30 et elle ne lui a probablement pas permis d'assister Maurice dans les aménagements du musée et notamment les transformations qui vont être opérées par Auguste Perret, leur ami architecte, qui est l'auteur d'un certain nombre notamment du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, mais aussi bien sûr de la fameuse tour Perret et des aménagements du Havre. Perret qui va donc transformer des espaces de remise qui vont devenir en 1930-1931 de nouvelles salles pour accueillir la collection. Vous voyez ici une élévation, un dessin de Perret et la réalisation donc dans la salle zénithale, aujourd'hui visible donc dans l'hôtel Lantin. La présentation de la collection va être faite par Maurice seul, avec un accrochage que vous voyez à l'écran, c'est l'accrochage extrêmement dense qui est tellement éloigné de la façon dont nous présentons aujourd'hui les collections et dont il reste un témoignage dans le musée d'aujourd'hui, même si bien sûr tout ça a été beaucoup allégé.
Mais on a essayé d'en conserver du moins l'esprit, même si pour des raisons de conservation en particulier, on n'accroche plus évidemment les dessins à côté des radiateurs ou à côté des fenêtres, ce qui est quand même quelque chose qui, pour le conservateur que je suis, est assez difficile à envisager. Voilà encore 2 autres vues des salles et du descriptif qui accompagnait la publication des cartes postales qui illustrent donc ces diapositives que je vous montre à l'écran. Jeanne donc ne va pas voir le musée ouvert et elle va décéder prématurément à Paris, à l'âge de 81 ans, le 16 avril 1937. Et le legs qu'elle avait envisagé au bénéfice de l'université de Dijon va être refusé en raison des conditions testamentaires qui sont jugées trop lourdes, qui étaient très exigeantes, notamment en matière de présentation d'un certain nombre de collections. Ce qui prouve donc que Jeanne avait elle-même une collection qui lui appartenait, qui n'était pas celle de son frère. On n'en sait plus rien aujourd'hui, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, puisque malheureusement, nous n'avons pas trace de la documentation, peut-être détruite par son frère ou peut-être par la femme de son frère. Enfin, en tout cas, on n'a plus de traces, en tout cas, de tout ça. Le 29 avril 1937, Maurice va écrire à leur ami Pierre Bottier une lettre accompagnée d'un long poème imprimé de 9 pages qui est composé à la mémoire de sa sœur, qu'il intitule « L'âme de ma pauvre morte », dont vous voyez ici quelques strophes et qui témoignent vraiment de ce lien très étroit entre le frère et la sœur. Je vous lis les trois passages que j'ai mis à l'écran. Comment voudrais-je, ma chérie, sous quel visage te revoir? Elle se perd, ma rêverie, entre ton matin et ton soir. Ainsi, mon cœur toujours te cherche, je te vois, est-ce à travers 3/4 de siècle ou 18 mois? Il n'importe à la chère image. En parure de bal, je te vois qui sourit, je vois de blonds cheveux et puis des cheveux gris si légers autour du visage. Combien de mois, de jours encore, préserverai-je le décor de cette chambre où dans la joie et la douleur vit ta mémoire avec l'odeur d'iris et d'ambre. Vous voyez que Maurice avait des talents de plume et qu'il a vraiment rendu un bel hommage à sa sœur décédée. Jeanne est inhumée auprès des membres de sa famille au cimetière de Brazé-en-Plaine. Vous voyez ici les tombes qui sont toujours présentes dans le cimetière. Donc, elle partage sa tombe d'ailleurs avec celle de Maurice, qui l'a rejointe quelques années plus tard. Avec Jeanne, on peut dire que vraiment disparaît l'âme de la collection. Et si Maurice va mettre la dernière main à l'aménagement du musée, il y consacrera peu de temps puisqu'il meurt à son tour à Dijon en juillet 1939. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, marié mais sans héritier. Avant sa mort et avec beaucoup d'énergie, il va reprendre le travail que Jeanne avait laissé inachevé puisqu'elle envisageait probablement la publication d'une édition augmentée et complétée du cabinet d'un amateur parisien. Et seul le premier volume, anonyme, va voir le jour en 1938. Le second volume, rédigé par Maurice, est demeuré à l'état de manuscrit et il est aujourd'hui conservé dans les archives du musée Magnan. Dans un discours prononcé le 13 mai 1938 à la Société d'histoire de l'art français, l'historien de l'art Louis Ourtic va faire allusion à Jeanne Magnan et il va déclarer la chose suivante. Enfin, quel mot serait assez léger et sensible pour évoquer le fantôme fragile de mademoiselle Jeanne Magnan qui vient de s'évanouir. Ceux qui l'ont connue ne pourront oublier cette petite sœur des pauvres tableaux abandonnés. Mademoiselle Magnan commentait ses peintures en une jolie prose animée d'esprit et d'amour. Point de ces vedettes que les marchands offrent aux milliardaires des deux mondes. Mais pas une œuvre qui n'eut dans l'histoire de l'art une place significative et qui n'intéressa l'amateur et l'érudit indifférent aux chroniques des enchères. Chacun de ces cadres contenait vraiment une découverte et représentait un sauvetage. L'œuvre patiente de 2 existences consacrées au culte de l'art, les reliques rapportées par ces infatigables pèlerins de la beauté, la collection Magnan ajoute maintenant un joyau de haut prix d'une originalité unique au trésor artistique de Dijon, leur ville natale. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Jeanne Magnan dans nos mémoires et dans les traces qui ont été laissées? Eh bien, il en reste quand même quelques petites choses qui ne sont pas si ténues finalement. On peut se souvenir de Jeanne aujourd'hui grâce à des photographies, des archives, des écrits, des lieux, des collections et un musée, des œuvres,
un compte Facebook Jeanne Magnin. Je le signale au passage, il existe toujours. C'est un compte que j'avais créé à l'occasion d'une exposition consacrée aux 80 ans du musée en 2018, qui a été actif de façon symbolique jusqu'au 17 avril 2019, donc à la date anniversaire de la mort de Jeanne, mais que vous pouvez toujours consulter et que j'envisage peut-être de réactiver, puisque je m'aperçois que finalement, elle est encore et souvent finalement cette page consultée. J'avais pris le parti d'utiliser des documents d'archives pour faire revivre Jeanne, hein, donc où elle commente en fait des achats de son frère à travers un certain nombre d'éléments que j'avais pu glaner dans des textes qu'elle avait écrits ou des textes qui avaient été écrits sur la collection. Donc voilà, ça vous permet aussi de redécouvrir la collection à travers l'œil et le regard de Jeanne. Et puis, eh bien, au-delà de ces différents éléments, il y a aussi aujourd'hui ce projet de bande dessinée par Julien Laine. Je vais laisser Christine vous en parler. Je vais quand même, alors peut-être, je sais pas si, peut-être je laisse à l'écran et Christine peut en dire un mot, puisque j'avais prévu de vous montrer quelques dessins réalisés par Julien. Donc peut-être au fil de son discours, vous les montrez, pour finir cette présentation de Jeanne et en garder le souvenir vivace aujourd'hui encore. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie, je reprends la parole sans plus de protocole. Chers amis, merci beaucoup, Sophie. Oui, si tu veux bien faire défiler les images qui concernent Julien Laine durant mon propos, c'est vraiment gentil. Donc, vous l'avez compris, Jeanne Magnin était un personnage fort, un personnage extrêmement moderne pour son époque, qui s'intéressait à l'art, et comme Sophie Aran le disait tout à l'heure, un personnage avec un caractère bien trempé. Aujourd'hui, elle va vivre de nouveau avec un jeune BDiste, Julien Laine, qui s'est intéressé à ce personnage. Comment Julien Laine vient à s'intéresser à Jeanne Magnin? Julien Laine est un dessinateur, BDiste, auteur, qui habite Dijon depuis 2017 et qui a répondu à notre proposition de résidence en bande dessinée. Et nous avons retenu, les membres du jury ont retenu sa candidature parce qu'il était original, parce qu'il nous avait présenté dans le dossier de candidature une Jeanne Magnin tout à fait moderne et dynamique comme elle pouvait l'être à son époque et comme elle pourrait l'être encore aujourd'hui. Et donc, Julien présente aujourd'hui ce personnage de Jeanne Magnin à travers ces ateliers qu'il mène avec les enfants des écoles dijonnaises. Sa résidence s'installe depuis déjà le mois de janvier jusqu'à la fin du mois de mars. Et donc, nous aurons l'occasion de voir, dans le cadre des rencontres littéraires clameurs qui se tiennent dans notre ville au mois de mai ou non de juin, pardonnez-moi, je dis une bêtise, nous aurons l'occasion de voir une exposition de ces planches sur Jeanne Magnin accrochées aux grilles du jardin d'Arcy. Et donc ce personnage de Jeanne va traverser comment dire, avec l'imagination de Julien. Nous n'allons pas être dans comment dire, dans une retranscription de la vie de cette Jeanne, mais une Jeanne qui sort de son siècle, qui arrive à Dijon au XXIe siècle et qui voit la ville transformée. Le pari de cette résidence en BD, c'était non seulement de faire vivre un personnage dijonnais, une femme dijonnaise, mais aussi de parler d'écologie. Et là, en l'occurrence, Jeanne va devenir une héroïne écolo de cette bande dessinée, une héroïne aussi qui va transmettre à une plus jeune ce qu'elle doit faire, sa vie, la manière de conduire les choses. Julien a pris soin d'ailleurs dans ses planches, dans son scénario, de faire s'interroger Jeanne sur la vie des femmes d'aujourd'hui
à travers celle qu'elle avait pu connaître peut-être. Et la petite fille qu'elle rencontre au XXIe siècle va lui dire qu'aujourd'hui, le destin des femmes ou la vie des femmes a changé, puisque les femmes, et en l'occurrence la maman de la petite fille, elle est médecin et c'est son papa qui s'occupe de la maison. Ceci est un clin d'œil, si seulement tout était vrai à 100% à cet endroit-là. Tout à l'heure, et pour parler aussi de Jeanne et pour parler de la manière dont s'en est saisi Julien à travers ses illustrations, à travers cette histoire qui va nous conduire à l'hôtel Lantin, qui va nous conduire dans les rues dijonnaises, nous avons Ludmilla touché du doigt la question en fait de la visibilité de ces femmes qui étaient artistes, qui étaient auteurs, qui étaient des femmes entrepreneuses, Marie-Thérèse, et de leur époque, et la manière malgré tout dont Jeanne Magnien a bien tiré son épingle du jeu, Sophie, puisque son histoire est là très présente, puisqu'elle a quand même réussi à publier, puisqu'elle a quand même réussi à notamment donner ce travail de critique d'art qui était le sien. Mais aujourd'hui encore, et pour être sur une note un tout petit peu militante pour conclure mon propos, vous voyez cette Jeanne sur les planches de Julien, héroïne d'aujourd'hui, en tout cas très moderne. Et donc aujourd'hui encore, les femmes et la culture, c'est une longue histoire, ou peut-être une histoire qui n'est même pas écrite, puisque si vous regardez aujourd'hui les chiffres des nominations à la tête de grandes maisons, ou les chiffres de textes d'autrices joués sur les scènes des théâtres, ou le nombre de metteurs en scène, metteuses en scène qui sont jouées dans les théâtres, vous verrez que les femmes sont encore loin d'être au top de l'affiche, et même nous sommes vraiment, vraiment très loin de la parité, puisque récemment, une étude est parue sur les dernières 11 nominations importantes à la tête de maisons de culture, que ce soit théâtre, etc., etc. Ces 11 nominations, c'est 100% des hommes. Voilà. Donc, il y a du travail. Je vois Ludmilla sourire, ou du moins faire une petite moue qui en dit long sur ce qu'elle pense à cet endroit. Mais nous avons encore du travail. Nous avons encore du travail pour que les femmes soient reconnues. Je me souviens de cette exposition présentée au Musée des Beaux-Arts il y a quelques années sur Rude, où nous avions mis en valeur également Sophie Rude. Mais voilà, il y a du chemin à parcourir. Parfois on nous dit mais il n'y a pas de femmes artistes. Non, c'est simplement qu'à un moment donné même, et je me permets de dire cela, Sophie, tu me corrigeras, certaines artistes femmes ont vu leur œuvre, comment dire, raptée, pillée, c'est un mot un peu trop fort, par des artistes hommes, tout simplement. Et encore une fois, il y a encore des chemins de lutte à cet endroit-là pour parvenir ne serait-ce qu'à la parité et à la visibilité des femmes artistes. Voilà. Merci Christine. Merci Madame Aran. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. C'est une remarque d'une participante qui nous dit que c'est une totale découverte pour elle et que du coup elle va se précipiter au musée dès qu'elle le pourra, dès que ce sera possible. Oui. Et en parlant de la visibilité des femmes, j'ai juste un petit clin d'œil parce que grâce à la ville de Dijon, le festival Ville et Solidarité a pu voir le jour en 2019. Nous n'avons pas pu avoir une deuxième édition. Malheureusement. On espère qu'elle aura lieu. Et en tout cas, si vous regardez bien la fiche des artistes qui est proposée, on a fait en sorte d'avoir autant de femmes que d'hommes. Parce que souvent, vous remarquerez que dans les festivals, dans les propositions d'artistes, il y a souvent beaucoup plus d'hommes aussi. Beaucoup Mais plus oui, d'artistes masculins. Donc, merci voilà. Marie-Thérèse. Merci Donc, pour la programmation de ce festival. Effectivement, le chemin est long encore à parcourir pour arriver ne serait-ce qu'à une égalité en présence. Voilà. et donc, merci pour nous avoir fait découvrir cette dame, parce que moi non plus, je ne la connaissais pas. Alors, je ne suis pas, j'ai l'excuse de ne pas être dijonnaise, hein, mais quand même, Madame Aran, franchement, c'était parfait. Et voilà, je vous laisse la parole à nouveau. Dites.
Oui, je voulais juste te dire que c'est quand même troublant si on y pense, parce que pourquoi Jeanne Magnin publie en 1913? Je me suis posé la question. Et ses parents meurent en 1910, en 1912. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de pression familiale, en réalité. C'est-à-dire qu'elle est libre de ses mouvements, et c'est sans doute pas Maurice Magnin qui aurait entravé les velléités d'exister, de développement d'une activité autonome de Jeanne. Donc, elle n'était pas mariée, donc elle avait évidemment pas non plus de pression. On ne sait pas, d'ailleurs, on ne sait rien de sa vie personnelle, hein, on n'a aucun document, donc on ne lui connaît pas de tendre amie, enfin voilà, aucune relation finalement. Elle reste un personnage très mystérieux en même temps, ce qui ouvrait aussi d'ailleurs pour Julien, je crois, des perspectives intéressantes, parce que finalement on peut tout imaginer on voit cette personnalité, on sent qu'elle avait effectivement beaucoup de caractère, mais finalement on a très peu d'éléments, donc ça laisse, on peut s'exprimer comme on le souhaite à partir de cette figure. Et une chose aussi à remarquer, et ça m'a toujours frappée, c'est qu'il y a beaucoup de femmes artistes dans la collection Magnin. Alors, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, Bah oui. Jeanne Magnin, elle avait pour but de faire sortir de l'oubli des personnalités qui n'avaient pas survécu au regard de l'histoire de l'art. Et parmi elles, il y a beaucoup de femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans les ateliers. Et Oui. beaucoup d'entre elles, finalement, ne signaient pas de leur nom ou étaient connues sous le nom de leur mari. Mais on a, par exemple, 2 tableaux de Pauline Gauffier. Pauline Gauffier, c'était une femme peintre importante, alors elle était mariée avec un peintre qui s'appelle Louis Gauffier, dont elle avait été l'élève, mais elle a eu une carrière autonome et elle a été membre notamment de l'Académie du dessin de Florence. Elle a été nommée professeure, ce qui était une reconnaissance très importante. Donc, ça prouve que Jeanne avait aussi probablement, je ne sais pas si on peut dire qu'elle était féministe avant l'heure, mais en tout cas, elle a conscience que les femmes avaient fait partie de ce lot d'artistes totalement oubliés. Et c'est la raison sans doute pour laquelle il y a Henriette Lorigné, Pauline Gauffier, des femmes aussi qui étaient des artistes qui sont portraiturés par d'autres femmes. Donc tout un jeu, en fait, qui est vraiment intéressant dans la démarche qui a été la sienne pour aider Maurice dans la constitution de la collection. Donc finalement, ça donne aussi un autre éclairage peut-être sur ce qu'elle a voulu faire à travers cette collection. Merci Madame Laurent. Je crois que je vais vous inviter sur de prochaines conférences avec l'accord de Madame Martin. Oh, mais Il y a des choses à faire Sophie découvrir n'a pour pas les besoin de femmes. mon accord pour participer. Non, mais ce serait Le bien que musée ce soit Magnin, le musée Magnin est un musée national, donc il n'est pas, comment dire, un établissement de la ville de Dijon, ce qui n'empêche que nous avons des liens forts avec ce musée important et avec sa directrice. Merci infiniment. Je vais donner du coup le mot de la fin à nos deux chères élus dijonnaises, donc Madame Montero, Madame Martin. À vous. Bon, je vais finir très rapidement parce que tout a été dit. Donc, merci beaucoup, Madame Aran. C'est vrai que la présentation de cette artiste était vraiment passionnante. J'avais l'impression de la connaître un petit peu, mais en fait, pas du tout. Et il y a effectivement toute une dimension féministe que j'ai assez ressentie tout de suite dans votre échange. Donc, ça me fait bien plaisir. Et étant une fan de BD moi-même, je trouve que c'est un excellent levier pour amener des personnes peut-être un peu plus jeunes à aller découvrir le musée. Et pareil, avec mes collègues, je serai la première à venir toquer à la porte très prochainement, je l'espère. Merci beaucoup. Allez, bienvenue. Mais oui, c'est ça qui est passionnant de voir un jeune auteur mener cette résidence en école et permettre à de jeunes enfants, des adultes aussi, de rencontrer ce personnage de Jeanne Magnin, personnage installé dans le 21e siècle grâce à l'imagination de cet auteur. Et je suis certaine que cette chère Jeanne Magnin va de nouveau retrouver la lumière et peut-être captiver et donner envie, je l'espère, je le souhaite de tout mon cœur, à une génération nouvelle de fréquenter les musées et notamment de fréquenter, chère Sophie, ton musée Magnin, puis aussi de lire, de découvrir ces femmes qui voilà ont fait des choses très belles, très fortes pour l'art ici, puisque c'est notre sujet, mais ailleurs également, et qui parfois sont un peu, comment dire, laissées dans l'ombre. À nous de les faire vivre. Tout à fait.
Vivement que nous puissions retourner au musée. Merci à Oh toutes et oui, tous. Oh oui, oh oui. Au oui. plaisir de vous retrouver. Au Bonne revoir et soirée à merci tous. encore. Merci beaucoup. Bonne soirée Bonne à tous. soirée et Merci bon à vous. week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.